Bonjour à toutes et à tous. À la une de ce 13h au Bénin, la délocalisation du marché d'Antokpa. Les commerçants préparent ce déménagement en s'adaptant aux nouvelles répartitions d'activités, en participant au recensement. Le point des préparatifs avec les bonnes dames rencontrées dans le marché à suivre. En santé, l'analgésie perdurable obstétricale est désormais possible au Bénin. C'est une initiative de la 25e promotion des médecins anesthésistes réanimateurs. Son objectif, offrir un accouchement moins douloureux et plus sécurisé aux femmes. Et puis en sport, la Fédération béninoise de karaté et disciplines associées renforce les compétences de 30 encadreurs techniques, le fonctionnement institutionnel sportif et la méthodologie d'enseignement est au cœur de cette formation des instructeurs de karaté niveau C et D. Voilà pour vous le sommaire. Restez avec nous pour le développement. La délocalisation du marché d'Antokpa décidée par le gouvernement suit un processus donné après l'étape de recensement des marchands et celle d'attribution de places dans les nouveaux marchés. Place au déménagement prévu pour bientôt. Alors on se pose une question. Comment ces commerçantes et commerçants se préparent-ils pour le déménagement? Élément de réponse dans ce reportage de Wuliat Sanusi. Sur les lèvres de la plupart des commerçants rencontrés à Dantokpa, c'est le même langage au sujet de la délocalisation du plus grand marché du Bénin. Car, même si ces derniers s'y préparent, la majorité attend de trouver de place à Tokpa Yoyo, à Tokpa Daro ou ailleurs. Avant, ils ont dit, ils ont reporté la chose. Jusqu'à présent, on n'a aucune nouvelle. Si on pouvait nous donner des nouvelles vite là, pour qu'on s'apprête à aller là-bas là, moi ça ne me dérange pas, je suis prêt. Au déménagement de que ce soit au niveau des vendeuses de boissons, de pagnes, de bijoux ou d'autres articles, le même problème de place se pose. Selon les dires, des places auraient été attribuées à des personnes nouvelles au détriment des anciennes qui sont dans le marché depuis des décennies. Impuissants face à la situation, les commerçants s'en remettent au gouvernement qui a décidé de la délocalisation du marché d'Antokpa. Mais on ne peut pas s'opposer au gouvernement. Quand on nous dit de partir, nous allons partir. Si on nous trouve une place fixe. Mais jusque-là, on n'a encore rien entendu de la part du gouvernement ou bien de la part de la NAGEM qui, entre-temps, a suspendu le processus. Donc, on attend de voir quand est-ce qu'on va commencer par déménager. Dans l'attente d'une prompte réaction des autorités, les commerçants de Dantokpa se préparent tant bien que mal à rejoindre leur nouvelle destination. D'un marché à un autre, cette fois-ci celui de vente de moutons à Abomey-Calavi. À quelques jours donc de la célébration de la fête de la Tabaski, les vendeurs rencontrés dans le marché de bêtes d'Adjagbo semblent ne pas vivre la même réalité cette année. Si les commerçants parlent du prix relativement abordable des moutons comparativement à l'année dernière, certains clients, eux, dénoncent encore la cherté des bêtes. Et donc, l'affluence reste timide malgré la proche de la fête. Idrissou Boukari. À Adjagbo, dans la commune d'Abomey-Calavi, les vendeurs de moutons ont déjà pris position à quelques jours de la Tabaski.
Sous les hangars de fortune ou à l'ombre des arbres, chacun tente d'attirer les rares clients présents sur le site. Mais contrairement aux années antérieures, l'ambiance est encore timide. Les clients se font rares et ceux qui viennent prennent du temps avant de se décider. Ah oui, c'est un peu difficile, mais comment on va faire? Ça, là, c'est un sacrifice. Tous les musulmans, ils font programme de ça. Avant, on peut trouver deux, mais si tu n'as pas trouvé deux, il faut payer un. C'est ça. Pour autant, du côté des vendeurs, le constat est tout autre. Selon eux, les prix des moutons ont baissé par rapport à l'année dernière. Nos moutons n'est pas cher. Mouton qui l'année passée, tu vas vendre 80 000, année là, peut-être 70. Ce que tu vas vendre 50 000, année là, 45 tu vas vendre. Parce qu'il n'y a pas l'argent. C'est bon matin, j'ai vendu ça à 65 000. Ça là, au moins 90 000. L'autre là, ça fait 130 000. Le grand là. Les clients ne commencent pas. Les 4, je peux dire les 5, les clients sont déjà payés. Mais ça reste là. Les commerçants expliquent également la faible présence des moutons sur le marché par le départ de plusieurs vendeurs vers les pays voisins où la demande serait plus forte et les bénéfices plus intéressants. À cela s'ajoute une autre réalité, l'achat tardif de moutons et ce par précaution. Les clients, s'il a peu, il ne sait pas là où il va déposer. Il dit que s'il amène à la maison, ça va faire diarrhée, donc ou bien on va voler. Ça, tout le monde s'attend d'abord, ça laisse ça au moins 5 jours, soit 7 jours. Mais nous, on est en train d'amener mes bêtes pour déposer. On nourrit, on est en train d'amener un pépé. Mais ça encore, des choses à la maison, on va encore mener. Mais il y a des manger que nous on donne à mes bêtes, tout va et tout. Malgré les difficultés financières, plusieurs clients restent déterminés à respecter la tradition. À quelques jours de la célébration, vendeurs comme acheteurs gardent l'espoir d'une plus grande affluence sur le marché d'Adjagbo. Une chose est certaine, petite ou grande, la fête de la Tabaski sera bel et bien célébrée dans les familles. On s'intéresse à présent à la cérémonie d'investiture du nouveau président élu qui a lieu le dimanche prochain au Bénin. La prestation de serment du président de la République élu est une des phases la plus importantes de cet événement qui consacre d'ailleurs son entrée en fonction. Si cette étape est indispensable, les autres actes de cette cérémonie non moins importants sont d'ordre protocolaire. William Kikan nous apporte tous les détails de ce cérémonial. L'audience solennelle de prestation de serment du président de la République élu est ouverte. Le caractère solennel de l'investiture du président de la République est indiscutable. Le clou de cette cérémonie étant la prestation de serment du chef de l'État élu, une phase juridictionnelle conduite par le président de la Cour constitutionnelle. Je prends acte de votre serment et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. L'audience s'ouvre. On fait la lecture de la décision portant proclamation des résultats définitifs et on rappelle donc ce que la Cour a eu à décider. Sur cette base, le président de la Cour constitutionnelle demande au président élu de se lever, de lever la main droite et de prononcer l'intégralité de la formule sacramentelle indivisible. Une fois qu'il l'a prononcé, le président lui donne acte et le renvoie en l'exercice de ses fonctions. Et l'audience est clôturée ainsi. Cette phase-là est immuable, il n'y a rien à faire. Cette phase est indispensable pour qu'il entre en fonction. Si quelque chose venait à manquer à ce noyau dur-là, il y aura nécessairement une reprise. C'est ce qui s'est passé en 1996 quand le président Kérékou a omis de citer la partie sur les membres de nos ancêtres. Je vous renvoie à vos fonctions. Fermez le banc. La remise du drapeau de commandement est aussi un temps fort non négligeable. Il traduit la soumission des forces armées béninoises à l'autorité élue, prêtant ainsi allégeance au nouveau chef suprême des armées. L'investiture est aussi faite de la remise des attributs de grand maître des ordres nationaux du Bénin au président de la République entré en fonction. Ces étapes, elles, ne sont pas indispensables. Même le discours qu'il prononce, la réception des attributs de grand maître des ordres nationaux, tout cela peut être adapté. Même les coups de canon qui étaient 21 autrefois sont devenus 12.
Dans la tradition du renouveau démocratique, ce cérémonial est précédé d'un passage de témoin entre président sortant et entrant quelques minutes plus tôt, le fameux tête-à-tête au palais de la Marina. Cela n'a pas toujours été le cas. Kérékou s'est installé au palais sans avoir rencontré son prédécesseur. C'était sous tension. Et je dois vous dire que quand on a vu ce moment-là, et quand on voit le moment d'aujourd'hui, voilà, avec tel que s'organise la passation de témoins entre Patrice Talon et Rombien de Wadaï, on dit banco. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Oui, même les autres fois où ça s'est passé plus ou moins bien. Le plus souvent, l'investiture s'organise par la direction du protocole d'État, de concert avec l'état-major politique du président élu. Une fois le président investi dans ses fonctions, direction le palais de la Marina qui joue un rôle capital dans le destin de plus de 13 millions de Béninois. C'est là que bat le cœur du pouvoir exécutif. Ce pouvoir dont la structure a connu d'importantes mutations ces dernières années. Mais que dit réellement la loi fondamentale? Ulrich Gaba nous offre une plongée au cœur des tests, loin des rumeurs de couloirs. Suivant. Au Bénin, le régime politique est présidentiel. Depuis la conférence nationale de 1990, confirmée par la Constitution du 11 décembre de la même année et révisée en 2019, le pouvoir exécutif est unitaire et incarné au plus haut niveau par le président de la République. Contrairement au régime parlementaire où le Premier ministre conduit la politique de la nation, ici, c'est le chef de l'État qui tient fermement le gouvernail, comme le stipule clairement l'article 41 de la Constitution, je cite, « Le président de la République est le chef de l'État. Il est le chef du gouvernement, il détermine et conduit la politique de la nation. Il exerce le pouvoir exécutif. » Fin de citation. En sa qualité de chef de l'État, il est le père de la nation. Il est l'élu de toute la nation. Il veille à l'unité nationale. Il veille à la paix, à la sécurité, à la défense de l'intégrité du territoire. En tant que chef de gouvernement, il définit et conduit la politique de la nation. En tant que chef suprême des armées, il veille à la sécurité intérieure et extérieure. Dans son titre symbolique de premier magistrat de la République, il préside le Conseil supérieur de la magistrature et incarne l'unité nationale au-dessus des clivages partisans. Il est aussi le promulgateur des lois. Fort de ce titre, il donne force exécutive aux textes votés par le Parlement, tout en disposant du droit de demander une seconde lecture. Lorsque le président de la République demande une seconde lecture et que l'Assemblée nationale est toujours sourde à entendre la demande du président de la République qui a les manettes en main et qui se dit « si vous me donnez cette loi-là, je ne pourrai pas l'appliquer », le Sénat pourra arbitrer cela dans l'intérêt du pays. Ce pouvoir, bien que central, n'est plus tout à fait solitaire. La grande innovation issue de la révision constitutionnelle de novembre 2019 fait apparaître un poste de vice-président de la République entré pleinement en pratique lors du scrutin de 2021. Élu en duo avec le président de la République pour un mandat de 7 ans, le vice-président n'est pas un premier ministre. La charge du président est tellement lourde qu'en entendant le vice-président, en dehors d'être grand chancelier de l'ordre national du Bénin, va s'occuper de toutes les autres tâches que le président de la République va lui confier. Donc, disposer d'un vice-président qui plus est élu en duo avec le président, parce que pas tout ailleurs, ce n'est pas la même chose. Le chef de l'État, chef du gouvernement, a gardé la totalité de ses pouvoirs. Au regard de ces précisions, il faut reconnaître que le pouvoir exécutif au Bénin reste fort, concentré et présidentiel, malgré l'arrivée du vice-président qui apporte une touche de collégialité institutionnelle et un filet de sécurité pour la démocratie au Bénin. Bonne nouvelle pour les femmes béninoises, il est désormais possible pour celles qui sont en couche d'opter pour l'analgésie perdurable obstétricale. C'est une initiative de la 25e promotion des médecins anesthésistes réanimateurs. Son objectif, offrir un accouchement moins douloureux et plus sécurisé aux femmes. La campagne lancée hier se poursuit jusqu'au 28 mai 2026 dans 5 hôpitaux du Bénin pour cette première phase. Ingrid Derriel Vistono. Rendre l'accouchement plus sûr, confortable et moins douloureux aux femmes, c'est l'objectif de la campagne de vulgarisation
de l'analgésie péridurale obstétricale portée par la 25e promotion des médecins anesthésistes réanimateurs. Un combat noble soutenu par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, et de nombreux autres partenaires. L'analgésie péridurale obstétricale n'est ni un geste anodin, ni un geste obligatoire. Il s'agit d'une option, un choix éclairé, un outil de confort et de sécurité. Elle permet d'accompagner la femme dans l'un des moments les plus intenses de sa vie en respectant son rythme, ses besoins et son autonomie. Pour les partenaires techniques et financiers, accompagner le ministère de la Santé dans cette démarche n'est pas qu'un appui technique, c'est un investissement dans l'avenir. Je tiens particulièrement à saluer le dévouement du corps médical, des sages-femmes et des anesthésistes réanimateurs qui ont rendu cette opération possible. Pour sa phase pilote, ce projet novateur déploie ses actions dans 5 structures sanitaires majeures. Le centre hospitalier universitaire Mère-Enfant Lagune, le centre hospitalier universitaire départemental de Ouémé-Plateau, le centre hospitalier universitaire départemental de Mono, le centre hospitalier universitaire d'Abomey-Calavi et l'hôpital de zone de Ouida. J'invite donc les professionnels de santé à être les ambassadeurs de cette réforme en rassurant les patientes, en promouvant l'éthique médicale et en garantissant les soins de qualité. Pointillé de témoignages, la cérémonie de lancement de cette campagne s'est clôturée par une séance de sensibilisation et de démonstration pratique de la technique de l'analgésie péridurale obstétricale au centre hospitalier universitaire Mère-Enfant Lagune. Célébration différée de la Journée internationale des sages-femmes, elle vise à mettre en avant leurs efforts. Celles de la maternité d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi ne sont pas restées en marge des festivités. Elle appelle à la reconnaissance pour leur contribution essentielle à la santé et au bien-être des familles. C'est au rythme d'un hymne composé par le soin, symbole de leur unité et de leur vocation, que les sages-femmes de la maternité d'Akasato ont débuté la célébration de leur journée internationale. Une rencontre qui s'est transformée en un vibrant moment de reconnaissance, de mérite et de réflexion sur les défis auxquels est confrontée la profession. L'événement a été marqué par le soutien du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. À l'occasion donc de la journée internationale de la sage-femme, nous rendons hommage aux sages-femmes piliers du système de santé et nous appelons à un investissement urgent dans leur formation, leur leadership et leur protection. Nous souhaitons également un recours accru aux technologies innovantes et aux outils de diagnostic qui peuvent renforcer leurs compétences. À l'instar de la communauté internationale, le Bénin se penche cette année sur la problématique du déficit d'effectifs, avec pour thème 1 million de sages-femmes de plus. Cette 36e édition souligne l'urgence d'investir dans des ressources humaines pour garantir des accouchements sûrs et réduire la mortalité maternelle et néonatale. Depuis 2016, nous avons recruté 817 sages-femmes. C'est vraiment à saluer, c'est grâce à cela que nous avons pu déployer des sages-femmes partout dans le pays. Toutes les maternités ont aujourd'hui au moins une sage-femme. Vous devez être d'accord avec moi que le ministère de la Santé a pris conscience de l'importance de la présence des sages-femmes aux côtés de nos populations il y a très longtemps et s'y emploie davantage chaque jour. Dans un geste de solidarité, le Fonds des Nations Unies pour la population a procédé à une remise de plusieurs kits d'accouchement aux nouvelles mamans de la maternité d'Akasato, apportant sourire et réconfort à ces familles. On parle à présent de l'émancipation et de la promotion des femmes avec la création du Conseil national des femmes. La cérémonie d'installation de ce conseil s'est déroulée aujourd'hui même et nous recevons dans ce journal Madame Kouta Muriel Sondrine. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Vous êtes la coordonnatrice du Conseil national des femmes et dites-nous déjà d'où est née l'initiative du Conseil national des femmes. Je tiens d'abord à saluer la jeunesse béninoise et en particulier les femmes et leur leadership incarné. Le Conseil national de la femme
est née de l'association Mairie des Jeunes du Bénin, qui est une association apolitique, laïque, et qui œuvre pour l'épanouissement, l'inclusion sociale. Et c'est pour renforcer ces activités sur le terrain et donner plus de la valeur à la femme et de l'autonomisation, bien sûr, qu'est né le Conseil national de la femme, CNF-AMJB. Oui, allez-y. De ce conseil a un mandat naturellement de 2 ans, renouvelable, et qui est désormais constitué comme un bras opérationnel de l'AMJB qui va œuvrer pour l'autonomisation des femmes et de la fille et permettre à ce que les actions que nous menons sur le terrain, que l'AMJB mène sur le terrain, soient un peu plus visibles. Et plus concrètement, quel est le rôle de ce conseil? Le rôle de ce conseil, déjà, il faut le dire, nous sommes désormais le bras opérationnel de l'Institut national de la femme, avec l'Institut avec lequel nous sommes désormais en collaboration. Et nous allons relayer sur toute l'étendue du territoire. D'abord, il faudrait que je rappelle que l'AMJB est dans les 77 communes du Bénin, à travers les maires des jeunes. Et le conseil également est d'abord au niveau national et au niveau départemental. Alors, ces femmes ainsi que le bureau qui sera mis en place constituera désormais le relais, va servir de relais, les relais communautaires, on va dire, pour vulgariser les lois fondamentales qui régissent au fait la protection de la femme en particulier. Ok. Et quelle est la durée du mandat du conseil et quelles sont les activités que vous comptez réellement mener sur le terrain? La durée du mandat du Conseil national de la femme est 2 ans. De 2 ans. Et déjà pour les activités, juste après l'installation qui a eu lieu aujourd'hui, ce matin, nous allons procéder déjà à un partenariat, d'abord avec les institutions, et aller vers les couches les plus défavorisées, et surtout dans même le dernier village de ce pays recevra l'accueil, aura le Conseil national de la femme pour qu'on puisse étudier et voir ce qu'il y a lieu de faire pour que la femme soit un peu plus vue et surtout sa protection. Parce que le vent est assez favorable aujourd'hui grâce au leadership de notre président et qui nous garantit quand même une certaine protection. Voilà. Donc dans les jours à venir, le Conseil national de la femme, naturellement, va procéder à l'installation d'abord au niveau départemental du bureau et ensuite nous irons vers ces couches-là pour nous enquérir des problèmes et les activités à mener sera naturellement relayées sur les réseaux. Et justement, une fois installés, quelles seraient vos relations avec l'Institut national de la femme qui œuvre également pour la promotion des femmes? Comme je le disais tantôt, nous sommes désormais le bras opérationnel de l'Institut. Ces lois, nous allons nous charger de les vulgariser et travailler en étroite collaboration avec l'Institut. Merci beaucoup, Madame, d'avoir été les nôtres. Je rappelle que vous êtes la coordonnatrice nationale du Conseil national des femmes. Cette édition se poursuit à travers des actions concrètes de la CEDEAO. Elle renforce son accompagnement et ses États dans les questions d'assainissement et de protection du cadre de vie. Au Bénin, l'organisation sous-régionale vient de mettre à la disposition du gouvernement un important lot de matériel composé de tricycles, de brouettes, de râteaux et de pelles destinés aux opérations de salubrité et de gestion des déchets. Reportage. Bien alignés sous le regard des autorités, ces équipements symbolisent un nouvel appui de la CEDEAO aux efforts d'assainissement au Bénin. 20 tricycles, des brouettes, des râteaux et des pelles, désormais mis à la disposition du gouvernement béninois à travers le ministère du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable.
José Didier Tonato reçoit ici les clés des mains du représentant résident de la CEDEAO qui les transmet à son tour au directeur général de la SGDS. Pour la SGDS, cette cérémonie est un encouragement à poursuivre les efforts engagés pour accompagner la vision du gouvernement en faveur d'un Bénin plus propre, plus sain et plus durable. Cet appui vient renforcer les capacités d'intervention des équipes de la SGDS sur le terrain dans les opérations de collecte, d'assainissement et d'entretien du cadre de vie. À travers ce geste, la CEDEAO entend accompagner les politiques publiques de salubrité et améliorer concrètement les conditions de vie des populations. Ces équipements sont modestes, oui, mais significatifs et visent à renforcer les capacités opérationnelles des services de salubrité et à soutenir les efforts du gouvernement, mais aussi des collectivités locales dans la ville, dans la promotion d'un environnement propre, durable et résilient. En vous remerciant au nom du ministère du cadre de vie et des transports, au nom de toute la communauté qui travaille dans le secteur du cadre de vie et en particulier de la SGDS qui va bénéficier directement de ce don symbolique mais ô combien utile, je voudrais souhaiter que ici, tout le monde prenne la mesure de la nécessité de continuer les efforts. En tout cas, à leur nom, moi, je prends l'engagement que la salubrité et la gestion des déchets est au-dessus de la construction des infrastructures. Un soutien matériel qui vient ainsi renforcer les efforts de préservation d'un cadre de vie plus sain pour les populations. On va finir cette édition avec la Fédération béninoise de karaté et disciplines associées en collaboration avec la direction du sport et de la formation sportive qui a organisé depuis jeudi une formation des instructeurs de karaté niveau C et D. Elle a réuni au hall des arts, loisirs et sports à Cotonou 30 encadreurs techniques, dont 4 femmes qui seront outillées durant plusieurs jours par l'expert béninois Pierre-Monique Adjador. On retourne ici sur les images du lancement officiel avec Candide Rouetan. Sur le tatami, Charstine Kodo, athlète pratiquante de karaté ceinture noire 2e dan. Aujourd'hui vêtue de sa tunique de coach, elle est en passe de franchir un nouveau cap dans l'univers des arts martiaux. Elle fait partie du groupe des 30 candidats sélectionnés pour suivre la formation des instructeurs de karaté niveau C et D. Une session de haut niveau qui est désormais effective après plusieurs années d'attente. C'est la première fois pour moi de pouvoir assister à une telle formation du genre. J'en ai toujours rêvé et c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir participer à cela. Et un grand merci à eux. Et je dis aussi un merci à notre fédération qui a pensé à nous les dames. Durant 5 jours de formation, ces différents encadreurs seront essentiellement outillés sur le fonctionnement institutionnel sportif et la méthodologie d'enseignement. Un contenu diversifié qui va favoriser la mise en place d'un projet axé sur la performance pour un accompagnement plus structuré des athlètes. L'objectif est de renforcer les compétences techniques pour le rayonnement national et international du karaté béninois. Il faut voir gérer quel est le rapport en tant qu'un licencié avec sa fédération, son club, le ministère, des organes déconcentrés, donc la Ligue ou bien les départements. Et maintenant, apprendre à gérer un groupe, apprendre à piloter et concevoir vraiment un système d'entraînement pour du haut niveau. Cette session sera également une opportunité pour les participants d'en savoir un peu plus sur la pédagogie autour de l'enfant, de l'handicap et des athlètes de haut niveau. Des notions essentielles pour un instructeur de karaté. L'objectif est clair. Au niveau du ministère des Sports, c'est de faire en sorte qu'on ait beaucoup plus de formateurs pour pouvoir aller à la base, aller former nos enfants. C'est le seul moyen aujourd'hui. C'est cette voie qu'on peut prendre pour pouvoir exceller. Et comme le Bénin est sur la voie de l'excellence, bienvenue au club, messieurs. Nous attendons des résultats. À l'issue de cette session de formation niveau C et D, les différents participants seront gratifiés des attestations selon leur grade respectif. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.